Bonsoir à toutes et à tous. Donc, conseil municipal du 25 mai 2021. Nous sommes en direct sur Facebook. Merci pour votre présence. Avant de démarrer la partie officielle du conseil municipal, ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Robert Villa, président de Perpignan Méditerranée Métropole. Donc, avant de lui passer la parole, je voudrais rappeler que depuis notre installation le 27 mai 2020, oui, dans 2 jours, ça fera 1 an déjà, depuis notre installation, Perpignan Méditerranée Métropole, son président, ses services ont toujours répondu à nos demandes, à nos attentes, à nos sollicitations dans les différents domaines et les différents champs de compétences qui incombent à la métropole, à la communauté urbaine. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je reviendrai juste sur l'amélioration des services de transport, sur des fonds de concours qui nous ont été attribués, sur différentes demandes de rendez-vous, de sollicitations, et surtout vous dire que le président et ses services ont été très attentifs à la situation financière de notre commune et à nos besoins de soutien à quelque niveau que ce soit. Et il me paraissait important de le rappeler ce soir. Merci Robert, merci à Perpignan Méditerranée Métropole, merci à tes services, toujours à notre écoute disponible, et merci d'être avec nous ce soir. Merci Franck, merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs, merci à tous de nous recevoir ici en début de votre conseil municipal. C'est une démarche que j'ai souhaité entamer dans le cadre de mes fonctions et dans le cadre de ce mandat. C'est une démarche qui intervient un petit peu tard dans ce début de mandat, mais vous comprendrez toutes et tous qu'avec l'année particulière que nous venons de vivre en 2020 et la crise sanitaire et les nombreuses difficultés que nous avons eues à nous réunir, donc j'ai pris cette décision et j'ai proposé à l'ensemble des maires des 35 communes, pour la mienne, vous comprendrez, bien de pouvoir venir saluer l'ensemble des conseils municipaux, parce que je pense d'abord c'est en premier lieu une démarche de politesse et de respect. Que le président de la communauté urbaine, qui est issu de vos propres délégués, que la population a désigné au sein de cette instance, vienne se présenter à l'ensemble des conseils municipaux. Je trouve que c'est une démarche classique et normale. Nous sommes issus, et la communauté urbaine, ses représentants, sont issus des conseils municipaux, et c'est dans cet esprit-là que je réponds à l'invitation de toutes les communes, et ce soir à la vôtre, celle de Pontivy. Alors, cette démarche, elle est faite aussi pour vous faire part de mon désir, de ma volonté et de la manière dont je veux mener ce mandat sur les 6 ans à venir. Je crois que précédemment, et je pense pouvoir le dire, il y avait eu une certaine défiance, une certaine méfiance de la part des communes envers la communauté urbaine. On voyait toujours cet étage administratif un peu lourd, toujours quelquefois certains maires me disaient en conflit avec les communes, et moi je veux que ceci cesse. Moi je crois que la communauté urbaine elle doit être au service des communes. C'est les communes qui doivent choisir sur leur territoire, piloter leur territoire, et la communauté urbaine, dans l'ensemble de toutes ses compétences, eh bien, doit faire ce travail avec les communes. Vous le savez, les compétences, elles sont nombreuses et notre population a du mal quelquefois à les percevoir. Et c'est pour ça que, dès mon arrivée, j'ai fait publier ce magazine qui s'appelle tout naturellement l'aglo, parce que je crois, Franck, dans notre phrasé, on dit tous dans votre phrasé, j'en suis sûr, si vous demandez au secrétariat de la mairie de Pontivy où est le maire vendredi matin, on va voir qu'il est à l'aglo et qu'il n'est peut-être pas à Perpignan, Méditerranée Métropole. Donc, je crois qu'il est important pour que nos concitoyens nous identifient mieux dans le cadre de toutes nos compétences, et bien de parler ce même langage. Alors il est vrai que quand on sollicite nos concitoyens, on leur demande qu'est-ce que c'est que la communauté urbaine, et bien souvent, ce qui ressort en premier, c'est les transports en commun et la collecte des déchets. Et pour autant, toutes les autres compétences qui sont l'eau, les voiries, les compétences économiques, tout ce qui est pistes cyclables, le conservatoire, étant notre fond aussi partie de notre rayon d'action, de notre champ d'action, et sont financés par la communauté urbaine. C'est pour ça que moi je suis venu renouer un petit peu, ou d'abord rencontrer, discuter avec l'ensemble des conseils municipaux. Je le ferai régulièrement au cours du mandat pour voir si les axes de travail et si les axes d'orientation que nous avons mis à la communauté urbaine sont conformes aux décisions
desiderata des maires. Et bien, une chose qui est importante et que nous avons acté dans le pacte de gouvernance, c'est que lorsque la communauté urbaine a donc fait un projet d'envergure sur le territoire, il ne peut se faire sans l'aval des maires, parce que le maire doit rester au cœur des décisions, et c'est comme ça, moi, que je conçois notre République, que la commune soit au cœur des décisions, et la communauté urbaine doit être ce bras armé financier, mais aussi le bras armé technique en matière d'ingénierie pour l'ensemble des communes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire ce soir. Bien entendu, en matière financière, la CU reste toujours là. Sur le dernier mandat, c'est plus de 5 millions d'euros qui ont été apportés sur la commune de Pontillac, plus de 400 millions d'euros investis sur les 36 communes de ce territoire en matière de toutes les compétences, mais également en matière de fonds de concours. Et je sais que nous allons renouveler ces fonds de concours pour l'année 2020 et 2021, de manière à soutenir là aussi des projets des communes. C'est vous qui pilotez un projet, et chaque fois que la communauté urbaine le pourra, on viendra soutenir les projets. C'est là aussi notre rôle, et c'est comme ça que nous conçoit les compétences et l'action de notre communauté urbaine pertinente méditerranéenne. Voilà, mon cher Franck, moi, ce que je voulais vous faire part en priorité, vous faire part de cet état d'esprit qui m'anime, et puis s'il y avait des questions particulières ou précises, eh bien, je suis prêt aussi à y répondre et à entendre, parce que des fois, il faut savoir entendre la perception des communaux de leur interpellation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bon, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre implication dans la vie de nos deux villages et appeler votre attention sur la faiblesse de nos revenus et le doublement de nos charges, puisque nous avons deux villages qui quittent le village et qui deux stations d'épuration, un écart franchi et double charge. Et ce qui me chagrine, c'est une chose importante, c'est que nous avons fait l'effort de privilégier l'agriculture en autorisant des serres photovoltaïques. Or, le revenu qui pourrait impacter la commune par l'aglo et ne concerne en rien la commune. Je trouve ça désagréable parce que je sais pertinemment que dans l'éolien, les communes récupèrent une partie des charges. Et nous, dans pas l'éolien, mais dans le photovoltaïque, on ne récupère rien alors qu'on a fait l'effort pour l'agriculture. Pour vous donner l'idée, c'est quand même 20 hectares de serre qui sont sur la commune et qui ne nous rapportent strictement rien. Alors, je pensais que, puisque la communauté de communes est favorable à l'éolien, elle pourrait faire un petit effort pour notre type de commune en nous donnant une petite rétribution de ce que nous gagnons en ayant autorisé le photovoltaïque pour des agriculteurs. Écoute, Charles, oui, d'abord, pour te répondre à ta première question, je pense que la communauté urbaine, dans le cadre de la délégation de services publics périphérie, il y a eu beaucoup de solidarités qui ont été en faveur de la commune de Ponteilla sur le précédent mandat, sur les travaux qui ont été réalisés. Et je pense que là, la solidarité a joué en plein. Sur la deuxième question, et plus particulièrement ce qu'on appelle dans le fonctionnement la taxe IFER, qui à ce jour est perçue uniquement par la communauté urbaine, c'était une volonté politique qui avait été mise en place. Et quand tu fais référence au parc éolien, c'était un accord qu'il y avait eu avant que les communes qui ont accueilli le parc éolien rentrent dans la communauté urbaine, mais cet accord s'est transformé. Mais tu vois, mon cher Louis, tu as anticipé une conférence des maires qui aura lieu avant l'été, sur lequel je proposerai à l'ensemble des collègues qu'une partie de cette taxe, pas toute, mais qu'une partie soit à compter du 1er janvier arrivant. On ne va pas faire de la rétroactivité, parce que c'est toujours compliqué de pédaler à l'arrière, mais pédalons plutôt pour l'avenir, mais qu'une partie soit reversée pour les projets actuels et pour les projets futurs à la communauté urbaine. Alors il est vrai que ce sont des taxes, à peu près 3 millions d'euros de recettes, sur l'ensemble des projets que perçoit notre CU, mais qui viennent aussi participer à cette dynamique des recettes qui est reversée derrière en fonds de concours
Ces recettes aussi que perçoit la communauté urbaine à travers cet état critère viennent aussi abonder ces fonds de concours que nous percevons dans les communes. Donc, même si ce n'est pas fait directement, c'est indirectement. Mais je proposerai à l'ensemble de mes collègues qu'une partie de cette recette revienne directement à la commune pour les avoir en fonctionnement, notamment, puisque c'est là où principalement la difficulté de boucler certains budgets sur le fonctionnement. Donc, patientons un peu, cher Louis, mais j'espère que d'ici la fin de l'année, j'arriverai à convaincre l'ensemble de mes collègues. Je pense que j'arriverai sans trop de difficulté à ce que les petites parties reviennent sur les communes pour les projets actuels et pour les projets futurs. Je te remercie, j'en attendais pas moins. Bon, Merci. Si je peux rajouter, je savais, oui, que c'était dans les tuyaux, parce que Robert peut en témoigner, lorsque nous avions déjeuné ensemble, ma grande question était celle-ci. Je m'étais entretenu avec le maire de Toreil et j'avais dit à Robert, il faut absolument qu'on puisse proposer quelque chose dans ce sens-là, et en particulier pour nos petites communes. Donc, je suis ravi d'apprendre que ça va être proposé dans une prochaine conférence des maires. D'autres questions? J'aurais une question à poser. On est actuellement en lien avec le pôle Grand Ouest. Apparemment, il y a des modifications qui vont être apportées. Je voulais savoir quel était l'avenir de ces pôles qui existent au niveau PNL. L'avenir de ces pôles, c'est les communes qui en décideront. À ce jour, nous avons un statut où soit certaines communes sont gérées directement par la communauté urbaine en voirie, et tel est le cas du Ponteillanix en pôle, et vous mutualisez tout un ensemble de moyens au travers des deux communes du pôle, soit d'autres communes, 23 exactement, sont gérées en convention de gestion. On sait que les services de l'État nous demandent, au 31 décembre 2021, d'arrêter ces conventions de gestion. Donc deux possibilités s'offrent à nous. Dans le cadre de la loi 4D, telle que la volonté du gouvernement de redonner davantage de pouvoir de décision et de volonté au maire, que cette compétence voirie puisse être intégrée dans le cadre de la loi 4D et exercée par les communautés urbaines que seul l'esprit communautaire. Ce qui voudrait dire que ce sera à nous de choisir les voiries que nous voudrons garder dans l'intérêt communautaire, et puis toutes les autres voiries reviendraient en compétence communale. Si la loi 4D, ce que je pense, ne soit pas adoptée d'ici la fin de l'année, on est en train d'étudier avec l'ensemble des maires quel mode de gestion on pourra avoir. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs, il peut y avoir des conventions de services, il peut y avoir un établissement public pour chaque commune, il peut y avoir une mutualisation totale, etc. On sait qu'à ce jour, par rapport aux évaluations qui ont été faites à 4 ans, ces évaluations, sans trop de connaissances et de recul sur ce qui avait été fait, on sait qu'à ce jour, ça nous coûte à la communauté urbaine. Donc l'objectif, il est d'avoir une compétence transférée ou pas ou rendue aux communes à travers une convention de service, mais transférée ou au moins évaluée au bon coût, et qu'ensuite là aussi même si la communauté urbaine, l'évaluation est bien faite et sera bénéficiaire, là aussi, ce sera à la communauté urbaine d'aider dans un second temps pour l'investissement commun. Tout ceci est en réflexion. Moi, je pense que, et c'est la volonté des communes, c'est la volonté des communes de garder cette proximité, de garder la main sur les investissements, les décisions sur les investissements communaux en matière de voirie, c'est de garder la main sur la propreté, de manière à ce que si vous avez un concitoyen qui vous appelle, il faut que la réactivité dans l'heure ou dans les 2 heures soit immédiate et qu'on n'ait pas un étage supérieur, des papiers, des demandes à faire, que ça se fasse au bout de 48 heures. Il faut que ça se fasse comme si le maire avait plein pouvoir pour le faire. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on travaille. Il faut qu'on trouve un véhicule administratif pour pouvoir le faire, et on a jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Après, il y a une autre volonté aussi, c'est qu'on soit tous avec le même mode de gestion. À ce jour, certains sont en pôle, d'autres sont en convention de gestion. Il faut, pour une équité parfaite, pour une transparence parfaite, de manière à enlever tous les doutes, que tout le monde ait le même mode de gestion. Comme ça, on travaillera dans la clarté et on travaillera en confiance au sein des 36 communes. Je vous remercie. On a un problème de son. On entend mal. On entend mal ou on n'entend pas? On entend mal. Mal. Donc ça veut simplement dire peut-être, excusez-moi, c'est compliqué, de parler plus fort.
de hausser un peu la voix, parce que l'appareil qui prend le son, je crois, est sur le tabouret, c'est ça? Voilà. Donc, essayons de parler plus fort et pour que les Pontéanais et les Nilenques qui sont derrière Facebook nous entendent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie-Hélène. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Nous avons rencontré Monsieur Pérez au cours du mois d'avril. En ce qui concerne sur le thème du nettoyage de la nature, concernant les décharges sauvages en nature sur notre commune de Pontéa et Metz. Et en fait, il nous a confirmé que PMM pouvait nous prêter des bennes avec des camions avec chauffeurs pour réaliser des actions ponctuelles de gros nettoyage de la nature sur nos communes. Donc ça c'est très bien, c'est vraiment un effort que fait PMM par rapport aux petites communes qui ont peut-être moins de moyens techniques. Ceci dit, nous sommes un petit peu freinés dans la réalisation de cette action par le fait, par le coût en fait des apports des gravats notamment qui se contentonnent parce que quand c'est des déchets plus légers c'est peut-être moins conséquent, mais lorsqu'il s'agit de gravats ça se contentonne et donc en fait nous sommes freinés par le coût de ces dépôts en déchetterie. Alors, je voulais savoir si vous pourriez faire éventuellement, PMM, et vous personnellement, un petit geste, enfin, au nom de la communauté de communes PMM, un petit geste pour aider en fait notre commune et peut-être aussi d'autres communes qui ont ce désir de nettoyage de la nature, afin que ces actions puissent se réaliser sans creuser encore le trou de nos finances qui, comme M. le maire vous l'a dit et comme vous le savez, ne sont pas très florissantes actuellement. Voilà. Donc c'est une action qu'on voudrait mener cette année si on avait une aide conséquente par rapport aux apports en déchetterie. Voilà. Je ne sais pas si c'est dans vos moyens, si c'est dans les moyens du PMM, si c'est le désir aussi, mais je pense que c'est le désir du PMM d'aider à nettoyer la nature. Voilà, mais on est un petit peu freiné. Je vous le confirme, Mme Castel, c'est le désir du PMM d'aider l'ensemble des communes. Dans le cadre de ses compétences, quelle est la compétence du PMM en matière de déchets? Il s'agit de la collecte. Après, ces gravats, pourquoi ils sont payants à partir d'un certain tonnage? C'est parce qu'ils doivent être enfouis à Espira. Et là, vous savez que c'est le Siletom qui facture à la communauté urbaine dont le tonnage de ces déchets. Et le Siletom est en train de mettre en place avec, je ne vais pas vous refaire l'histoire, le TGAP qui a été augmenté sous pression de l'ancien gouvernement de François Hollande, etc., le TGAP qui a pris 12 euros, 18 euros, et qui jusqu'en 2026 ne va pas cesser de croître. Donc, vous savez que le Siletom va prochainement, et nous allons en décider au conseil communautaire du mois de juin ou du mois de septembre, faire une tarification par flux. C'est-à-dire que l'ensemble des intercommunalités seront facturées par flux, et puis, je vous le fais court, et plus sommairement avec un prix à la top qui va bien à tout le monde. Donc, ma difficulté à moi, il faut le regarder avec Stéphane Audas sur votre budget taxe d'ordures ménagères du Pontélianim, ce qu'il est possible de faire, mais sachant que derrière, ça va être refacturé à la communauté. Alors, ce n'est pas des gravats volontaires faits suite à une démolition, une déconstruction d'un bâtiment, d'une décision du conseil municipal, c'est justement une action là-dessus. Donc, je m'entretiendrai avec Stéphane Audas pour pouvoir essayer de vous donner satisfaction, mais sachez que derrière, après, ces gravats nous sont refacturés au moment de l'enfouissement. C'est là où on pose le problème. Que la solidarité puisse se jouer à ce niveau-là lorsqu'il y a des actions comme ça, je pense qu'on va pouvoir trouver une solution. Il faut la faire caler administrativement et budgétairement. Sans m'engager à 100%, mais je verrai avec Stéphane Audas qui a cette compétence-là, comment on peut faire. Disons que ce serait bien que le temps que nos finances sont très faibles, en fait. Après, je comprends bien que ça ne peut pas être tout le temps, mais je vous remercie pour cette réponse.
Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous avez énuméré les nombreuses compétences de la loi de Perpignan. Moi, j'avais une question toute simple, qui est la suivante. Est-ce qu'au cours de votre mandat, vous avez une réflexion pour prendre une compétence enfance et jeunesse sur la loi de Perpignan? Ce n'est pas actuellement prévu, mais toutes les nouvelles compétences peuvent être proposées par les maires et débattues au titre de l'intérêt communautaire. Voilà. Il n'a pas été prévu au cours de ce mandat de prendre de nouvelles compétences, que ce soit celles-ci, culturelles, sportives ou autres. Il avait été fait un choix à un moment donné, parce qu'il y a une complicité, une diversité de cette compétence-là, hein, certaines l'avaient mutualisée, d'autres pas, de la laisser aux communes. Mais là, je crois aussi que voilà, c'est chaque commune qui doit choisir, et que cette compétence-là fait partie de cette proximité que les élus veulent garder avec leur population, avec leur jeunesse ou également avec leurs élus. Donc c'est une question qui pourrait un jour venir en conférence des maires, mais elle n'est pas à l'ordre du jour. Merci. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Oui, bien, écoutez, merci. Merci à toi, Franck, merci à vous de nous avoir accueillis, d'avoir pu partager ce moment. Et puis, on reste toujours à votre écoute et j'espère qu'en cours de mandat, j'aurai l'occasion de revenir vous voir et de refaire un point d'étape avec vous toutes et vous tous, parce que, comme je vous le disais, je tiens absolument à garder cette proximité, je tiens absolument à ce que ce soit les élus du territoire qui soient davantage impliqués et au cœur des décisions du territoire, et que PMM reste là pour vous accompagner, et c'est ce qu'on va faire durant ce mandat, et tu sais déjà tout mon soutien que je t'apporte dans la gestion de cette belle ville de Ponteilhanis. Merci à vous tous. Merci. Avant de te laisser partir, Robert, moi je voudrais effectivement encore une fois remercier Perpignan Méditerranée Métropole et son président pour le soutien apporté à la commune de Ponteilhanis, pour toute l'attention apportée, pour cette proximité envers les communes et en particulier les communes rurales que j'ai à cœur de défendre avec ma délégation à Perpignan Méditerranée Métropole. Mais aussi, j'ai envie de dire, je n'ai pas connu le passé, mais de dire aussi que je suis attentif à l'esprit de transparence et qu'on est aujourd'hui à la communauté urbaine à Perpignan Méditerranée Métropole dans une totale transparence de tout ce qui se fait, de tous les dossiers. En tout cas, pour ton soutien, Robert, cette année qui est vite passée, tu l'as dit, avec la crise Covid, etc., mais de nous toujours avoir été à mon écoute, à notre écoute, et pour être là aujourd'hui, je te remets avec plaisir, au nom du conseil municipal, la médaille de la ville de Ponteilhanis. Très gentil. Merci à vous toutes et à vous tous. Et bons travaux pour votre conseil municipal. Merci. Merci. Alors, dans le cadre du conseil municipal du 25 mai, donc, nous allons commencer par l'appel. Ensuite, je nommerai un secrétaire de séance. Alors, Lucie Boisdin, qui est là, qui est à mes côtés, qui vient de raccompagner le président de Perpignan Méditerranée Métropole. Alexandre Moulin. Présent. Marie-Hélène Casteil. Didier Hanol. Présent. Thérèse Adou. Présent. Alain Dupuis. Présent. Sylvie Delaunay. Maxime Sanchez. Présent. Karine Mainéris-Bonfanti. Thierry Massotto. Présent. Marjorie Almendros. Présent. Louis Puig. Présent. Jocelyne Fréville. Présent. Mathieu Baille. Présent. Christelle Aracine. Éric Savine, pouvoir à Didier Hanol. Isabelle Dumec. Michel Bouscas. Roland Hubert. Denis Jaubert. Philippe Beaufy, procuration à Salvador Bagnols. Et Salvador Bagnols.
Secrétaire de séance, tiens, ce soir je vais vous proposer Marjorie Almendros. Ensuite, le procès verbal du 14 avril 2021, qui comportait pas moins de 24 points plus les affaires diverses. Est-ce que vous avez des questions sur le compte rendu du 14 avril 2021? Tout le monde l'a reçu, tout le monde en a pris connaissance. Pas de questions particulières. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Ah pardon, Monsieur Joubert. En regardant ce compte rendu, je m'aperçois que finalement, le résultat global de l'année dernière, c'était mauvais. Le résultat, je parle de 2019, le résultat de 2020, ça qui manque manqué. Et ça, tant mieux. Il doit manquer pourquoi? Certainement parce que vous avez pris les affaires en main depuis le 27 mai 2020. Certainement, ça a dû jouer. À 6 mois ou 7 mois, finalement, vos interventions ont été bénéfiques. Mais je crois, et je vous l'avais dit déjà au mois de décembre, au conseil municipal de décembre, je vous l'avais dit, l'audit qui a été fait, il était quand même à charge. J'ai retrouvé les papiers de l'audit, et finalement, il dit à un moment donné que dans les dépenses d'investissement, en recette, il n'y avait pratiquement rien. Il fallait tenir compte des subventions qui allaient être perçues et même de la TVA qui devait être perçue. Donc, tout ça pour dire, bon, ok, l'année du moins, le résultat global de 2019 n'était pas génial, mais celui de 2020 est d'après moi correct, et il est correct d'une part, certainement par votre intervention, et d'autre part, par tout ce qu'il y avait en reste à réaliser en recette. Voilà, je voulais le signaler. Et comme ça n'avait pas été noté sur le compte rendu du mois de décembre, j'aimerais bien quand même qu'on note, si c'est possible, c'est une question simplement d'honnêteté, de dire les choses telles qu'elles se sont montrées en comptabilité. Alors, je ne dis pas que la situation financière soit bonne, c'est pas ça, hein, mais je dis que finalement, de passer de 56 000 à 239, je crois que je ne sais pas bien le marché, c'est bon signe. Voilà. Alors, je mettrai juste un avis sur ta remarque, c'est que ce n'était pas un audit, c'était les comptes donnés et l'analyse financière faite par le Trésor public, d'accord? Et la deuxième chose, tu évoques des subventions non arrivées, donc tu nous parles essentiellement d'investissement. Je voudrais rappeler quand même qu'il y avait beaucoup de soucis sur le fonctionnement, pas que sur l'investissement, et beaucoup de factures en retard sur le fonctionnement et pas que sur l'investissement. Et ce résultat de 2020 que tu nous rappelles de 60 000 euros, un peu moins, 2019, pardon, de 2019, d'un peu moins de 60 000 euros, je rappelle qu'il n'était pas sincère, puisque bon nombre de factures n'avaient pas été payées et que nous aurions été en négatif. Voilà. Après, je te remets. De la même façon, je crois qu'on est ici pour discuter clairement. De la même façon, je trouve quand même qu'on a réalisé des investissements, notamment la rénovation, la mise en conformité de l'école de Montréal, de faire ça en 3 mois sur un ancien bâtiment. Je crois que le marché initial était de 565 000 euros. Finalement, ça s'est chiffré à 765 000 euros. Donc c'est ça. Où on ne faisait pas les choses, ça passait. Ou quand on fait des trucs, autant bien les faire. Et c'est vrai, si les lignes de trésorerie sont ouvertes, c'est parce qu'à un moment donné, il manquait du financement. Voilà. Il faut que ce soit clair, c'est tout. À part ça, il n'y a rien à dire de ma part. Ok. Ça marche. Pas d'autres remarques? Non? Donc sur ce compte rendu du 14 avril, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient?
Je vous remercie. Alors, sur les points à l'ordre du jour. Les premiers points sont les informations au conseil municipal des décisions prises par délégation avec bon nombre de renonciations à l'exercice du droit de préemption que vous avez sous les yeux. Vous remarquerez juste le numéro 15 sur lequel nous allons revenir dans quelques secondes, puisque sur le numéro 15, nous allons exercer notre droit de préemption. Donc nous en reparlons au point suivant. Donc le point numéro 1, c'est la convention de portage par l'EPFL, l'établissement public foncier local Perpignan-Méditerranée, pour procéder à l'acquisition par voie de préemption d'une maison à usage d'habitation 3 route du Soleil. Donc, nous engageons notre droit de préemption sur cet immeuble situé à cette adresse, qui constitue la dernière parcelle d'un îlot central du village, composé, pour tous ceux qui l'ont repéré, composé aujourd'hui par le bâtiment de la police municipale et par le foyer rural. Le bâtiment attenant étant à la vente, nous prévoyons d'y implanter plus tard, et quand nous aurons les moyens financiers, soit des services publics, soit des salles municipales. Nous aviserons en temps et en heure. L'acquisition de cet immeuble permettra donc à terme l'extension de locaux communaux. Considérant la situation de cet immeuble, qui est donc cadastré AH numéro 156, d'une surface de 51 mètres carrés, considérant la déclaration d'aliéné numéro IA 0661 452 1K0015 concernant la maison précitée en date du 6 avril 2021, considérant la vocation de l'EPFL de réaliser le portage financier pour le compte de la commune. Donc je précise bien que, et vous le comprendrez puisqu'on vient encore de reparler de nos difficultés financières, le portage de cet achat sera fait par l'EPFL et nous rembourserons une annuité à l'EPFL et nous en deviendrons propriétaires au bout d'un certain temps. Nous aurons un remboursement annuel augmenté des frais de mutation, considérant que la préemption par l'EPFL sur délégation du droit de préemption par la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole, le conseil municipal de se prononcer sur l'achat pour le compte de la commune de cet immeuble. Il y aura une durée de portage par le PFL durant 15 ans, qui peut être réduite, sait-on jamais, si nous avions les moyens d'une façon ou d'une autre. Sinon, il y aura 50% versés sous forme d'annuité pendant les 15 ans et 50% réglés in fine. Pour information, l'annuité et les frais de portage sont évalués à environ 3 500 € par an à compter de 2022, ce qui est supportable pour nos finances, malgré tout ce que nous venons de vous dire, et je pense que c'est un bâtiment que nous ne pouvions pas laisser passer. Donc, ce bâtiment deviendrait propriété communale, le PFL porterait l'achat, et nous, au fil du temps, en fonction de nos moyens, nous aviserions de comment nous l'aménageons et quel usage nous en faisons. En tout état de cause, ce bâtiment situé à cet endroit-là ne devait pas échapper à la municipalité, et je pense que vous en serez tous d'accord. Est-ce que vous avez des questions sur ce point numéro 1? Finalement, vous avez dit qu'il y avait un portage sur 50%, sur une durée de 15 ans. Oui. Ensuite, il y aura une solde de 50%. Quand on peut faire la municipalité, il faudra acquérir l'intégralité du bâtiment. Bon, d'après ce que j'ai vu, finalement, tout est à la charge de l'EPFL pendant cette période transitoire. On ne peut rien y faire sans avoir l'avis favorable de l'EPFL. La question que je vous pose, puisque les taux d'intérêt actuellement sont faibles, parce que à un moment donné, on a fait un point à 0,75%. Je me dis, est-ce que vous avez fait finalement la comparaison entre le fait, entre les frais que peut prendre le PFL et si carrément on faisait un emprunt? Parce que quand vous parlez d'endettement de la commune, moi, je tiens quand même à dire que l'endettement de la commune, c'est pratiquement le même que celui du remboursement d'annuité, qui est pratiquement le même que celui de 2014. Donc,
quand on parle d'endettement, l'endettement de la commune, au point de vue de l'amortissement de l'activité, c'est exactement les mêmes sommes. Tu parlais de combien en taux d'emprunt? En taux d'emprunt, tu évoquais quel pourcentage là en ce moment? Alors ça, je ne sais pas, mais moi, je sais qu'on a été à 0,75, le second de notre postal à 1,40. Écoute, là, les frais de l'EPFL s'élèvent à 0,5. Oui, mais 0,5, mais c'est que sur la moitié de l'acquisition, du montant de l'acquisition. Oui, je suis d'accord. Oui. Je pose juste la question. Donc, alors, après, c'est une question que j'allais aborder plus tard, mais autant le dire maintenant. Nous sommes aussi en projet d'autres acquisitions. En l'occurrence, comme nous l'avons dit dans certains conseils municipaux, il y a l'objectif de créer du stationnement dans le cœur de ville, en particulier autour des écoles, d'accord, mais aussi dans d'autres endroits. On a un cœur de ville assez difficile au niveau stationnement, au niveau circulation, et donc nous sommes sur différents projets d'acquisition qui, eux, pourront faire l'objet, peut-être, et pourquoi pas, d'un emprunt, sachant qu'on a un emprunt qui se termine là maintenant. Donc, effectivement, ce projet-là est porté par le PFL. Il n'est pas dit, en effet, M. Jaubert, que sur un autre projet, très rapidement, dans le même ordre d'idées, parce qu'il y a une opportunité qui sera à saisir, et en particulier sur du stationnement, qu'on ne passe pas par l'emprunt. Voilà. Donc, sur ce point numéro 1, est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, c'est une décision modificative au budget primitif, et je vais passer la parole à M. Adol. Alors, décision modificative au budget primitif. Donc, elle prend en compte les mises à jour des recettes nouvelles concernant certaines dotations de l'État, entre autres la dotation de solidarité rurale et le Fonds national de péréquation. D'un montant, je vais le détailler après. Et de nouvelles dotations, et concernant aussi l'ouverture des crédits en section d'investissement pour l'opération de la rénovation de la salle Saguadia. La décision modificative inscrite en recette d'investissement, les subventions en cours de notification par les services. Nous avons inséré le fonds de concours Perpignan Méditerranée concernant l'année 2020 pour un montant de 56 544 € qui a été affecté en droit de tirage pour la réalisation des travaux de la ville Jonquière. Fonctionnement sur les recettes, nous avons un plus en dotation de solidarité rurale de 9 134 € et le Fonds national de péréquation qui est de 4 259 € pour un total de 13 393 €. Donc en dépenses, nous avons le virement de ce montant en section d'investissement. Sur les dépenses en section d'investissement, sur les dépenses des travaux de la salle Saguardia, nous avons un montant de 104 393 €. Et sur les recettes de l'autre côté, donc le virement à la section de fonctionnement de 13 000 €. Les états de subvention pour l'espace Saguardia que l'on a notifié à seulement 90 000 € en prenant une marge de sécurité. Une subvention du conseil départemental du Bois Mirabel, donc ça fait un montant de 104 393 € des deux côtés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le point numéro 2? Je continue avec les subventions. Pas de questions sur le point numéro 2. Alors, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3, Lucie. Oui, alors je propose l'attribution d'une subvention à une association qui s'est rajoutée un petit peu tard. Donc une subvention de 150 € à l'association Implicat. Donc le dossier était arrivé... Le dossier est arrivé un petit peu tard. Donc 150 € à l'association Implicat. Est-ce que quelqu'un est contre?
Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on vous informe également que le conseil municipal participera financièrement à une sortie scolaire pour les élèves de l'école Gaudi, en l'occurrence au jardin exotique de Ponteilla, mais qui sera fait sous forme de participation directement. Donc, ce n'est pas une subvention versée à l'école, et c'est la commune qui réglera cette sortie. Je vous rappelle qu'au dernier conseil municipal, les écoles, cette année, compte tenu du contexte Covid, n'avaient pas demandé de participation pour leur projet. C'est la raison pour laquelle nous répondrons favorablement à cette demande, les crédits étant ouverts au budget au chapitre 65. Point numéro 4, l'exonération, la participation communale pour l'école Gaudi. On doit la passer au vote? Oui. Donc pour cette participation communale à la sortie scolaire pour l'école Gaudi, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 4, M. Hanol. L'exonération des taxes de terrasse, donc conformément à la décision du conseil municipal de l'année dernière, et compte tenu de la situation sanitaire, nous proposons donc l'exonération de nouveau cette année des droits de terrasse sur l'ensemble de la commune pour l'année 2021. Voilà, je rappelle que ça concerne, on l'avait évoqué l'année dernière, au mois de juillet, non, un peu tardivement l'année dernière, mais c'est vrai qu'on avait exonéré les 2 commerçants qui sont concernés par le droit de terrasse. Donc on vous propose la même chose pour 2021. C'est des petits montants, mais c'est vrai que c'est le geste et c'est symbolique. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5, c'est la modification du projet d'installation de panneaux photovoltaïques. Au dernier conseil municipal, nous avons évoqué le projet de mise en place de panneaux photovoltaïques et de mise en route d'un appel d'offres pour l'installation de ces panneaux sur différents sites communaux, le parking des hangars municipaux, le parking du boulodrome, un terrain sur la route de Nils qui pourrait éventuellement être aménagé plus tard comme hangar municipal. Et je souhaiterais que l'on rajoute sur cet appel à projet les toitures d'autres bâtiments communaux, ce qui nous permettrait d'inclure la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques avec les prestataires qui répondront à cet appel à projet sur des différents bâtiments communaux. On pense en particulier à la salle Granger qui est juste à côté, mais pas que. Donc il faut pour ce faire modifier la décision du conseil municipal, donc d'engager une mise en concurrence pour la conclusion d'une promesse de bail amphithéotique portant sur le projet que nous avons évoqué le 14 avril en rajoutant les toitures d'autres bâtiments communaux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 6, M. Moulin. Merci, Monsieur le maire. Donc, en date du 1er février 2021, la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole a désaffecté et autorisé le déclassement du domaine public de la placette située rue des Écoles, mitoyenne à l'école de la Bressole à Nils. L'objectif est de permettre l'usage de cet espace à l'agrandissement des espaces de récréation de la Bressole. Le conseil municipal, le 14 avril 2021, l'unanimité de membres présents et représentés s'est prononcé favorablement pour donner son accord à ce déclassement tel que subvisé. En soutien pour l'enseignement de la langue catalane depuis 1976, M. le maire rappelle que la commune a donné bail à l'association La Bressole le bâtiment de l'ancienne école primaire située sur l'avenue de Canouès à Nils. Suite au déclassement du domaine public de la parcelle de la Bressole, il propose que le lieu soit exclusivement affecté à l'association, aussi bien dans le bail que dans la convention signée avec l'école de l'association de la Bressole. Donc par contre, sur ce bail et sur la convention, il y aura une clause, bien sûr, qui sera soumise aux accords de la municipalité pour toute présentation de projet cohérent avec les règles de l'urbanisme en vigueur sur la commune. Il convient que le conseil municipal confirme l'avenant au contrat de location et la convention de location qui permettra la mise à disposition de cette parcelle à l'école associative de la Bressole. Voilà, donc ce qui a été déclassé par PMM au mois de février, on a acté le 14 avril
que ça rentrait dans le domaine communal. Aujourd'hui, il faut qu'on donne la possibilité à la Bressolles de pouvoir l'utiliser en modifiant les deux documents. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, désignation de maître Bonnet pour l'affaire chemin de Lupia. Donc je vous informe qu'un contentieux a été lancé contre la commune auprès du tribunal administratif de Montpellier. Un chemin situé sur le territoire de Pontillas serait une voie communale et en très mauvais état. La commune le plaignant s'est rapproché par 2 réclamations préalables en date du 16 décembre 2020 des communes de Thuir et de Pontillas-Nils afin d'obtenir la mise en œuvre de mesures de police, réparation aux frais du contribuable. La commune de Pontillas-Nils n'étant à rien concernée par la gestion, l'entretien ou l'instauration de mesures éventuelles, a laissé naître une décision implicite de rejet. En effet, la voie en question n'est pas une propriété publique, elle n'est pas connue et répertoriée comme étant une voie publique, et ce n'est point un chemin rural. Donc, le plaignant ayant produit un recours au tribunal administratif de Montpellier, il convient de désigner maître Bonnet, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, pour défendre les intérêts de la commune. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Joubert? C'est le chemin qui se trouve après le carrefour. C'est le chemin qui va tout droit quand on traverse la piste cyclable, c'est le chemin qui va tout droit direction le Piat, puisque d'un côté il y a le Piat, de l'autre côté il y a le Piat. Alors, quand tu arrives à la pointe de la cave coopérative, c'est pas le chemin en face. C'est pas le chemin en face, c'est le chemin en décalé. C'est le chemin qu'on appelle... comment il s'appelait ce chemin? Le chemin des vignes. Sentier des Vignes. Il est sur les cadastres nommés Sentier des Vignes. Depuis l'instauration du cadastre. Ce ne sont pas des gens résidant sur la commune, ce sont des gens résidant sur Lupia qui empruntent ce chemin. Et je voudrais signaler qu'au niveau de ces gens-là, le chemin est moitié Lupia, moitié Ponteilla. La frontière étant au milieu du chemin. Donc je ne vois pas comment Ponteilla peut payer le chemin sans que Lupia le paye. Et en plus, le chemin appartient, la moitié du chemin appartient à la commune de Ponteilla, de la piste cyclable jusqu'à la limite de la vigne entre l'Origa et Vernas et tout l'Origa. Et avant, c'était Hernandez. Tout le côté droit, le côté dessin. Enfin, ce soir, il ne convient pas. Moi, j'y passe régulièrement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a un tas d'activités qui se sont créées, un tas d'activités. Donc, là, il y a du maraîchage, il y a des chevaux, il y a des trucs comme ça. Et les gens, ils passent, quel que soit le temps. Quel que soit le temps, ils passent. Il pleut, ils passent. Il y a même eu des camions, des transitors qui sont passés sur ce chemin, qui ont foutu ce chemin en l'air. À un moment donné, il va falloir, je vois que je l'ai mis des deux côtés, et finalement, le chemin qui devait faire peut-être, je ne sais pas, 4 mètres, maintenant il en fait 6. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un trou, les gens vont éviter le trou, ils vont finalement sur le bord de la parcelle, et sur la parcelle, c'est plus plat. Bon, je crois quand même qu'il va falloir responsabiliser tous les gens qui se servent de ce chemin pour finalement, on a passé, je me suis fait engueuler par le tuto, je ne sais pas combien de fois, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des trous, on y mettait du gravier et des trucs comme ça, et finalement, ils se dégradent de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une intensification de passage, et quelle que soit la période, quel que soit le temps, mais je ne savais pas que c'était ça. Donc, on va laisser Maître Bonnet faire son travail, nous préparer son mémoire de défense avec les arguments sur la propriété du chemin, la définition du chemin, etc. On ne va pas en débattre ce soir. L'idée, c'est de défendre les intérêts de la commune, de défendre les deniers publics, et il est hors de question que l'on refasse ce chemin aux frais du contribuable si ça n'est pas un chemin communal, et c'est ce que nous répondrons à la partie adverse. Voilà. Mais il convient de désigner un avocat, Maître Bonnet étant l'avocat de la commune. Je vous propose qu'il nous défende dans cette affaire, et je vous demande de m'autoriser à signer la convention d'honoraires
pour la faire préciter. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 8, M. Moulin. Alors, point numéro 8, c'est une demande de subvention pour un projet d'aménagement d'un CEF à la cantine de l'oncle Jules, l'école élémentaire de l'oncle Jules. Dans le cadre de la politique du plan de relance lancé par l'État, la commune serait éligible à une subvention exceptionnelle pour l'aménagement d'un CEF à la cantine de l'école élémentaire de l'oncle Jules. Cet aménagement permettrait une lutte contre le gaspillage alimentaire, une meilleure autonomie des enfants, ainsi qu'une organisation de services avec plus de sérénité. Donc, des subventions seront demandées dans le cadre de France Relance, ainsi que le site Perpignan-Méditerranée. Donc, le self-service permet de mieux fluidifier la pause du midi en donnant aux enfants le temps dont ils ont besoin pour manger et varier, bien sûr, leur alimentation. Alors bien sûr, ce projet ne sera mené à terme que si les subventions sont obtenues et en fonction du taux de subvention. Là, on n'en est qu'à la demande de subvention. Hein. On n'a pas dit que demain, on allait installer un self. Voilà, que ce soit clair. Est-ce que vous avez des questions sur cette demande de subvention? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. En affaires diverses, on va rajouter un point important, parce que très important, deux points importants, mais un point que l'on doit apporter ce soir sur la régie de la police municipale. Monsieur Moulin. Oui, alors là, sur un point important, c'est surtout sur la déclaration de la préfecture au bureau de sécurité concernant les régisseurs d'État au sein des polices municipales. Ils étaient pour encaisser des amendes qu'on appelle les anciens papillons à l'époque. Maintenant, c'est fini, puisque tout est centralisé dans un logiciel qui part par deux prestataires, vous verrez le nom, qui sont centralisés à Rennes. Donc les amendes ne sont plus encaissées sur la commune, le régisseur nommé ainsi que la régie au niveau des amendes, c'est les régisseurs d'État, donc ce pas des régisseurs communaux, c'est des régisseurs d'État qui sont nommés par le préfet, donc ne sont plus à l'ordre du jour. Donc la police municipale de Pont-Anis possède un procès-verbal électronique à l'heure actuelle, réalisé sous forme numérique et traité par le Centre national de traitement de Rennes. Quand vous prenez un PV pour la police municipale de Pont-Ains, ça part directement à Rennes. Et c'est Rennes qui vous renvoie, et quand vous payez, ça part directement là-bas. Donc il n'y a plus de régie au niveau des amendes et de régisseurs d'État. Donc il donne lieu à l'exception d'un avis de contravention au domicile du contrevenant. Cette régie n'a plus lieu de fonctionner sur la commune concernant les amendes encaissées. Donc je demande au conseil municipal de se prononcer pour qu'on puisse faire une lettre au préfet en dénonçant ce qu'il puisse résilier au moins cette régie d'État municipale de la commune de Pont-Anis. Aussi bien pour les encaissements que pour les amendes, puisqu'on n'en a plus du tout sur la commune. Donc c'est la suppression d'une régie dont nous n'avons plus l'utilité. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous devons rajouter un autre point en affaires diverses. Le mail est arrivé cet après-midi. Nous devons désigner avant les premiers jours de juillet les jurés d'assises. N'étant pas certain que nous aurons un conseil municipal dans les temps, nous avons organisé de pouvoir rajouter ce point en questions diverses. Donc, en application de l'article 259 du Code de procédure pénale, une liste de jurys criminels doit être établie annuellement dans le ressort de chaque cour d'assises. Le quotient pour les Pyrénées-Orientales est d'un juré par tranche de 1300 habitants, ce qui en fait 366. Les communes de plus de 1300 habitants sont appelées à tirer au sort à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral. Pour la commune de Pont-Anis, le nombre est fixé à 4. Nous devons donc tirer 12 noms au sort. Je vous rappelle les conditions: être de nationalité française, être âgé d'au moins 23 ans, savoir lire et écrire en français, ne pas se trouver dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité avec les fonctions de juré. Et je vous rappelle que les personnes de plus de 70 ans qui peuvent justifier d'un motif grave pourront faire une demande de dispense. Donc nous allons tirer 12 noms au hasard. Alors, qui veut me proposer? Alors, je vais vous dire jusqu'à quel chiffre nous allons, comme ça vous donnera jusqu'à 967 entre 1
et 967. Alors, allez-y. Qui est-ce qui me propose? Il m'en faut 12. Hein. Allez, je vous écoute. 42. 42. On se croirait à la rive. 42. Sylvie Héral. Ensuite. 832. 832. Ghislaine Sibude. Ensuite. 145. Alors, attendez, parce que vous m'avez parlé tous les deux en même temps. 145. 145. Alors, 145. Il y a des moments où c'est pas dans l'ordre. Hein. Ne croyez pas que je ne connais pas. Ah, le 145, il n'existe pas. Enfin, il a été retiré. Soit il a été retiré des listes, soit il est décédé. Mais le 145 n'existe pas. Attends, si, pardon, il était décalé. Il y a eu des ajouts. 145, Christian Brouga. Louis, tu me disais 666. Qui est-ce qui suit? J'en ai nommé combien? 4. Non, le 666, le 4. Vous comptez. Hein? Alors, 666, parce que moi, en tournant les pages, après, je vois plus ce que j'ai surligné. 666, Thomas Ovidio. 420. Océane Gorgy. 13. Elle a plus de 3 ans. Ah, pardon. Oui. 13. 13. Dolores Alvarez. Ensuite. 212. 212. Alexandre Claire. 500. 500. Nelly Lancia. Là, juste à 4. Oui, oui, je regarde. 25. Miguel Aoudia. 1. Marcel Abad. Il en manque combien? 2. 2. Ouais. 777. Attends, pardon. Monsieur Joubert, il a dit? Ah, pardon. J'ai cru que tu donnais un chiffre. 777. Sébastien Rubio. Un dernier? Non, mais Non. Un dernier? 49. 49. Ouais, t'aurais dit 51. 49. Lucien Banos. On est bon? On a nos 12 noms. Ouais. Ensuite, en questions diverses,
vous avez tous sur votre table le plan de ville qui vient d'être réalisé par une société grâce aux différents annonceurs qu'il y a dessus. Donc ce plan de ville est disponible en mairie, je le dis pour nos administrés, a été remis aux différents services municipaux, sera remis et envoyé à différentes professions sur la commune, à qui il peut être utile, mais n'hésitez pas à venir en retirer en mairie, donc le plan de ville mis à jour, et nous verrons dans les prochaines semaines ou en affiché en version un peu plus épaisse pour la consultation des gens, même si on sait qu'aujourd'hui il y a bon nombre de moyens dématérialisés pour trouver son chemin. Il n'empêche qu'un plan a toujours son utilité et donc vous pouvez les trouver en mairie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au sujet des panneaux photovoltaïques. Oui. Je souhaiterais, moi, avoir un entretien avec vous, et si quand les personnes viennent comme ça, si c'est possible, parce que la dernière fois, on a parlé de 400 mètres carrés sur des pavés. Le dernier conseil municipal, ça avait été évoqué, vous avez dit que ça faisait à peu près des pavés. Si on fait des pavés, ça tombe sur le moitié de terrain de l'autre côté. Étant donné que le boulevard est divisé en trois parties, si vous le faites à 20 mètres carrés, ça tombe sur l'autre terrain en moitié. Donc si c'est possible, si la surface, si ça vient de plaque comme ça, de le voir ensemble là-bas, et de faire sur le carré rectangle. D'accord. De toute façon, Badou, non mais ce que je te propose, Badou, je regarde Maxime qui travaille sur le dossier au niveau urbanisme, ce que je te propose, Badou, c'est qu'on se voit rapidement parce que ces éléments techniques devront être intégrés dans l'appel d'offres, dans nos attentes aux différents prestataires possibles, à la fois sur la grandeur, mais à la fois aussi sur la hauteur par rapport aux jeux de pétanque, etc. Donc on se verra rapidement à ce moment-là. Voilà. Pas de souci. D'autres questions, d'autres interventions? Non? Alors moi, avant de clore la séance du conseil municipal, j'aimerais rappeler, mais je pense que vous l'avez tous compris et entendu, on l'a dit le 14 avril, on l'a redit ce soir, c'est pas faute de le répéter, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie ou pour revenir sur, comme le disait tout à l'heure M. Joubert, sur des propos à charge ou autre, c'est un constat et ce sont des faits. Vous rappelez encore une fois que le résultat 2020 que nous avons voté le 14 avril est un résultat très juste. Je crois que je l'avais dit, ce résultat pour la commune, ça serait un résultat très faible sur un compte bancaire personnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au quotidien, les administrés me sollicitent. Pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, et où vous en êtes de ci, où vous en êtes de ça. Donc, il faut être clair et précis. Il y a des choses que l'on peut faire avec certains budgets, avec certains moyens. Il y a des choses qui sont réalisées en ce moment. Je pense à des routes qui ont été reprises ou à des rues qui ont été reprises sur le budget du pôle Grand Ouest, sur le budget du Perpignan Méditerranée Métropole. Des choses qui sont faites via le contrat enfance-jeunesse avec des participations de la CAF. On fait des recherches de subventions, vous l'avez entendu, sur différents projets, etc. Les acquisitions, on essaye de les faire porter par le PFL pour pas qu'elles nous impactent le budget communal. Tout ça pour vous dire que nous sommes attentifs à toutes vos demandes, que nous prenons note, que nous vous écoutons, que nous sommes là pour répondre aux attentes des administrés, pour le bien vivre ensemble de tous, mais qu'encore une fois, nous ne pourrons pas tout faire d'un seul coup, et que pour certains projets ou certaines choses, il faudra encore patienter un petit peu. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on peut clôturer la séance du conseil municipal. Bonne soirée et à très vite.